Bonjour professeur, et merci mesdames et messieurs d'être venus à cette conférence qu'offre le professeur Thierry Perrault. Professeur Thierry Perrault, que je ne connaissais pas principalement, m'a invité pour donner cette conférence ce matin. Nous allons en échanger pendant 2 heures à peu près, donc 45 minutes de propos introductifs. C'est en réalité une formation que je donne aux masters des universités, surtout des grandes écoles, ainsi qu'aux chefs d'entreprise et aux managers d'entreprise qui s'intéressent aux questions de développement d'affaires avec l'Afrique. Et c'est généralement une formation de 4 jours, soit 28 heures de formation que nous allons essayer de synthétiser en 2 heures de temps. Et bien sûr, comme vous le constatez à l'écran, je suis consultant en développement d'affaires et du leadership avec une spécialisation sur l'internationalisation des affaires avec l'Afrique. Consultant depuis 2019, étant entendu que j'ai démissionné du gouvernement gabonais en 2016 et n'étant plus en alignement avec mes valeurs, je pensais que je n'avais plus de place dans la politique telle qu'elle se déroulait maintenant au Gabon. On en parlera un tout petit peu plus loin à l'occasion de cette conférence. Et donc, je m'occupe beaucoup plus de ma vie universitaire et de ma vie dans le domaine du conseil aux entreprises. Le thème sur lequel nous allons échanger aujourd'hui, je l'avais déjà abordé en 2012 à l'occasion de la soutenance de ma thèse de doctorat en droit public à l'université de Grenoble. Et j'ai approfondi la question à l'occasion de l'ouvrage que j'ai publié aux éditions L'Harmattan en mars 2019 sur l'Union européenne et la Chine en termes de jeux et d'enjeux qui se déroulent depuis quelques années sur le théâtre africain. Donc, nous allons aborder cette question sur l'impact de la coexistence de l'Union européenne et de la Chine en Afrique, en dégageant en même temps quelques perspectives à travers un plan que je vous propose qui va s'articuler en 3 parties. La première partie, on va faire un état des lieux sur la présence de la Chine en Afrique et quel est l'impact aussi bien endogène en Afrique qu'exogène au niveau notamment européen de cette présence de la Chine, étant entendu que cette présence fait l'objet d'une instrumentalisation que nous allons aborder ensemble tout à l'heure. En deuxième partie, il sera question, face aux effets négatifs qu'on constatera de l'instrumentalisation provoquée par l'instrumentalisation de la présence de la Chine en Afrique. Cette instrumentalisation produit des effets non négatifs, non seulement en Afrique, mais aussi au sein de l'Union européenne et bien sûr de façon plus générale en termes de sécurité internationale. En raison de cette situation, il y a une mobilisation internationale qui s'organise depuis quelques années, mobilisation internationale à laquelle participe l'Union européenne de façon déterminante. Et là, nous allons voir un peu comment l'Union européenne se remobilise à nouveau sur le terrain africain pour essayer d'atténuer les effets négatifs de l'instrumentalisation de la présence de la Chine en Afrique. Et en troisième lieu, en dépit de toutes ces mobilisations européennes, américaines, allemandes, françaises et bien d'autres partenaires au développement de l'Afrique, il est remarqué que l'efficacité de tous les instruments mis en œuvre sera renforcée si on mettait en œuvre un modèle économique qui essaye de faire en sorte qu'il y ait une conciliation entre les intérêts divergents des uns des autres. Il faut concilier ces différents intérêts et c'est ce que nous essayons de proposer à travers l'outil de diagnostic et d'orientation stratégique appelé Modèle Affaires Afrique, dont je suis le concepteur et bien sûr le principal développeur, en essayant également de former quelques personnes qui s'intéressent à devenir des experts en matière de modèle Affaires Afrique.
Alors, en ce qui concerne donc la première partie, avant que nous l'abordions, il est nécessaire de rappeler assez rapidement que le jeu et les enjeux entre l'Union européenne, la Chine et l'Afrique se jouent à travers un ensemble d'instruments mis en place du côté européen en direction de l'Afrique, du côté africain en direction de l'Europe, mais également du côté de la Chine en direction de l'Afrique. Et comme vous pouvez le constater sur cette infographie, le côté Europe-Chine n'est pas développé. Vous voyez qu'il n'existe qu'une seule petite flèche, étant entendu que je ne suis pas spécialiste de la Chine et de l'Europe, encore moins de l'Europe et de la Chine, mais plutôt spécialiste de l'Europe et de l'Afrique, de la Chine et de l'Afrique. Et à travers cette position, j'essaye donc d'examiner la question dans un angle purement triangulaire qui m'a amené à construire cet outil à l'issue de l'ouvrage que j'ai publié en 2019. La Chine et l'Europe sont présentes en Afrique, bien sûr, comme les uns et les autres peuvent s'y l'imaginer, depuis plusieurs siècles. Les Chinois autour du XIIe et XIIIe siècle en ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, les Européens à partir du XIVe siècle. Mais il est notable de remarquer qu'en l'an 2000, il s'est passé un tournant assez important en Afrique, aussi bien s'agissant de l'Europe que de l'Afrique, parce que, comme par hasard, c'est en l'an 2000 que, pour la première fois, toute l'Europe, en tant qu'Union européenne, s'est réunie avec l'Afrique en tant que continent africain au niveau des chefs d'État et de gouvernement pour lancer le cycle des sommets qu'on appelle sommet Union européenne-Afrique ou Afrique-Union européenne et sommet qui a pour fil conducteur ce qui est appelé la stratégie de Lisbonne, qui est le fil conducteur de la coopération entre l'Union européenne et l'Afrique, lancé dans le cadre du sommet Union européenne-Afrique qui a été amorcé en l'an 2000, mais dont la stratégie de Lisbonne a été mise en place 7 ans après, à partir de 2007. 2007, la stratégie commune a été mise en place dans le cadre du sommet Union européenne-Afrique amorcé en l'an 2000 également, où la Chine, 6 mois après, puisque le premier sommet Union européenne-Afrique a eu lieu au mois de juin l'an 2000, et au mois d'octobre, la Chine a réuni le premier forum de coopération sino-africaine en octobre 2000 à Beijing, et à partir de ce moment, a lancé un ensemble de cycles de forums de coopération sino-africaine. Et nous sommes actuellement autour de 6 à 7 sommets du forum de coopération sino-africain. Et dans le cadre de ce forum, la Chine a lancé un ensemble de programmes d'infrastructure d'abord, ensuite programme d'industrialisation de l'Afrique lancé seulement en 2015. L'ensemble de ces programmes sont appuyés par un vaste programme de formation de ressources humaines, de développement du capital humain, mais en même temps de formation des apôtres popularisateurs de la présence de la Chine en Afrique, bien sûr, avec autour un ensemble de financements au bénéfice des PME chinoises, mais également aussi au bénéfice de PME africaines. Cette présence de la Chine en Afrique à travers le Forum de coopération sino-africaine, aujourd'hui soutenu aussi dans le cadre de ce qui est appelé les nouvelles routes de la soie, puisque les nouvelles routes de la soie, en termes notamment d'infrastructures, prennent en compte un ensemble de pays africains et notamment avec des interconnexions interrégionales qui sont aujourd'hui organisées à travers le programme des nouvelles routes de la soie. La présence de la Chine en Afrique, telle qu'elle est présentée, telle qu'elle est expliquée, telle qu'elle est perçue par les Africains, c'est une présence qui participerait au développement de l'Afrique, notamment depuis le lancement
du programme d'industrialisation de l'Afrique et de transfert de technologies. Mais il faudrait constater qu'en même temps, le Forum de coopération sino-africaine, depuis le lancement de ce forum en 2000, en 2000, en 2000, en l'an 2000, s'est engagé dans une voie qui fait en sorte que ce forum apparaît comme étant une alternative à toutes les coopérations au développement avec l'Afrique qui mettent en avant le développement des droits de l'homme. À partir de ce moment, ce programme fait l'objet d'une instrumentalisation par un ensemble de responsables et dirigeants africains. Je l'ai mentionné dans ma thèse de doctorat en l'an 2012, au moment où j'étais encore au Gabon, ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation nationale de la recherche scientifique, sans avoir peur d'être dégommé, étant entendu qu'il s'agissait des faits palpables, constatables, d'éléments scientifiques avec des preuves à l'appui qui démontrent assez clairement qu'il y a une certaine instrumentalisation du Forum de coopération sino-africaine contre le développement et la promotion des droits de l'homme à travers des partenariats internationaux. Cette situation fait en sorte que tout un ensemble d'efforts qui sont fournis soit par l'Union africaine au niveau endogène, à travers notamment l'architecture africaine de gouvernance ou par le tout nouvel agenda 2063, qui est une vision à long terme pour le développement de l'Afrique, l'ensemble de ces outils mis en place par l'Union européenne peinent à se développer, peinent à obtenir la pleine adhésion des États membres, étant entendu que de l'autre côté, la Chine n'est pas forcément dans cette dynamique, et notamment les dynamiques concernant les droits de l'homme et la démocratisation de la gouvernance, et l'Union armée sans avoir la possibilité d'obtenir des leviers d'influence pour amener tel ou tel autre État à adhérer, à ratifier et à mettre en œuvre les différentes chartes de l'architecture africaine de gouvernance. La même chose pour ce qui concerne les partenariats entre notamment l'Union européenne et l'Afrique, à travers principalement les conditionnalités politiques des accords d'association euro-méditerranée de libre-échange conclus entre l'Union européenne et certains États du Maghreb, la presque totalité des États du Maghreb, bien sûr, sauf la Libye, mais également conditionnalité politique trouve dans ce qui est appelé l'accord de Cotonou qui est en voie de disparition, mais dont l'acquis est sauvegardé dans les nouveaux accords de partenariat économique pour le libre-échange, dont les dernières conclusions ont eu lieu en 2014 entre l'Union européenne et un certain nombre de zones d'Afrique subsaharienne. Nous allons revenir sur cet ensemble de choses assez progressivement à travers cette présentation qui va maintenant commencer beaucoup plus en détail. En ce qui concerne donc la toute première partie consacrée à la présence de la Chine en Afrique, il est notable de constater que cette présence se matérialise d'une part à travers un ensemble d'infrastructures, des infrastructures qui ont commencé depuis les années 2000, mais pour lesquelles je vous ai sélectionné pour la circonstance quelques cas particuliers qui permettent de mesurer exactement quel est le niveau de présence de la Chine en Afrique. N'ont été retenus ici que quelques projets dont l'unité de base serait le milliard. Donc, tout ce qui concerne les millions, c'est quasiment mis de côté. Vous avez le Nigeria avec un programme de 12 milliards de dollars et dans le cadre de la construction des voies ferrées de 1402 km. Nous avons également, dans la même foulée, la Tanzanie, avec un programme de 7 milliards de dollars, 7 milliards de dollars également pour les voies ferrées. Et l'Afrique du Sud, 7 milliards de dollars, construction à Johannesburg d'une zone de logement et de loisirs,
Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un ensemble de programmes que cible, qu'on a sélectionné parmi tant d'autres. Ceux qui vont, par exemple, consulter l'ouvrage que j'ai consacré à cet effet, qui fait quand même 514 pages, pourront trouver beaucoup plus de détails. La République démocratique du Congo, 6 milliards de dollars en matière d'infrastructure et remboursable par troc minier. Le Tchad, 5 milliards,6 voies d'interconnexion ferroviaire avec le Soudan. Le Mozambique, 3 milliards, station d'hydroélectricité, bien sûr avec un barrage qui permettra d'alimenter la capitale Maputo en eau potable. La Guinée-Conakry, en 2017, a obtenu un accord de prêt de 20 milliards de dollars décaissables sur 20 ans et remboursable par troc minier. En seulement au cours des 2 premières années 2017 et 2018, la Chine avait déjà mis sur la table au profit de la Guinée-Conakry 3 milliards de dollars. Et le Ghana, pour terminer avec le cycle des infrastructures, sans être exhaustif dans cette présentation, le Ghana a un mémorandum d'entente de 10 milliards de dollars pour l'exploitation et la transformation de la bauxite, transformer cette bauxite en aluminium et la construction d'une voie ferrée. À ces infrastructures qui s'inscrivent dans le cadre du Forum de coopération sino-africaine, et ce Forum de coopération sino-africaine qui a commencé à l'an 2000, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il faut ajouter à ces infrastructures celles qui sont programmées dans le cadre des nouvelles routes de la soie. Et là, je vous ai ici prévu cette infographie des nouvelles routes de la soie qui couvrent non seulement l'Asie et l'Afrique en interconnexion avec la Chine, mais également l'Europe. Et bien sûr, il y a un pont qui concerne les routes maritimes qui vont jusqu'au niveau de l'Amérique du Sud et qui ne figure pas sur cette infographie. Un peu plus loin, il y a également une deuxième infographie sur les nouvelles routes de la soie avec une meilleure visibilité. Et là, on voit bien comment les nouvelles routes de la soie atteignent l'Espagne jusqu'à Madrid en traversant la France du nord au sud de la France, sans que la France, pour le moment, n'y ait adhéré à ce programme, mais ce programme traverse la France pour atteindre l'Espagne. Et en ce qui concerne donc l'Afrique, on peut bien constater quelques projets ici sélectionnés dans le cadre de Nouvelles Routes de la Soie qui permettent des interconnexions entre l'Ouganda, le Soudan du Sud, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie et le Kenya. Bien sûr, l'un des épicentres en Afrique de ces nouvelles routes de la soie, c'est le Kenya. Mais avec les interconnexions ici qui ont été sélectionnées, on peut constater qu'à partir de la Tanzanie, les interconnexions donnant sur la République démocratique du Congo, l'Ouganda, le Rwanda, atteignent Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Et lorsqu'on est à Kinshasa, on est à la capitale d'un pays, capitale la plus proche d'une autre capitale d'un autre pays, le Congo-Brazzaville. Et le Congo-Brazzaville et Kinshasa sont séparés juste par un fleuve, le fleuve Congo, pour lequel d'ailleurs le niveau des financements panafricains, la Banque africaine de développement, la BAD, est en train de financer la construction d'un pont route-rail entre ces deux capitales. Présence également de la Chine en Afrique à travers un vaste programme de développement de compétences pour lequel je vous ai sélectionné quelques éléments. Les éléments concernent, par exemple, dans le cadre du programme 2016 terminé en 2018, il a été formé 200 000 techniciens et professionnels africains sur le terrain africain par la Chine. Et il a été formé en Chine 40 000 techniciens africains. Et bien sûr, il s'est ajouté à cela pour les étudiants post-baccalauréat des bourses d'études pour 30 000 jeunes Africains qui poursuivent des études en Chine dans le cadre du programme 2016-2018.
à ce programme 2016-2018 s'est ajouté le programme 2019-2021 où le nombre de bourses est passé de 30 000 pour le premier programme triennal à 50 000 pour le deuxième programme triennal depuis que la Chine a lancé le programme d'industrialisation de l'Afrique. À côté de cela, il faut noter que la Chine s'organise pour former, je veux vous le dire, pour former les cadres africains en gestion de haut niveau au sein de l'Institut de coopération Sud-Sud pour leur employabilité dans la haute administration des gouvernements et autres grandes institutions nationales, régionales et continentales africaines. La Chine s'intéresse à la formation de l'élite africaine, celle-là qui constitue la technostructure, l'état profond et qui donc participe au processus de prise de décision et bien sûr participe également au programme d'attribution des marchés publics, mais également à toute l'influence de l'ensemble de l'action politique, que ce soit une action normative, que ce soit les grandes orientations politiques qui peuvent être décidées dans un État ou dans une organisation panafricaine. Même situation que nous pourrions constater, comment la Chine vise les élites africaines. Il y a l'actualité française pour le moment du côté de Strasbourg démontre bien, à travers la faculté de droit de Strasbourg, combien de fois la Chine s'intéresse aux élites étrangères. Cette formation du capital humain africain ne se limite pas seulement à développer les compétences, mais forme également, formate un ensemble de ce que nous avions appelé les apôtres popularisateurs de la civilisation de la Chine, de la présence de la Chine et de toute l'action de la Chine en Afrique. Ces agents popularisateurs, on les retrouve dans les médias. La Chine mène des vastes programmes de formation d'acteurs des médias africains, avec le programme notamment 2016-2018 qui vient de s'achever, où la Chine a formé 3000 professionnels de médias africains sur 3 ans, soit une moyenne de 1000 personnes, 1000 acteurs de médias africains formés par an par la Chine entre 2016 et 2018. Ces actions de formatage à la civilisation, à la culture et à la perception des affaires du monde par la Chine s'étend à la société civile organisée, ici qui est en abrégé SCO, société civile organisée, en direction des syndicats. Lorsqu'un syndicaliste part en Chine pour aller suivre une formation, vous vous en douterez bien, il ne s'agit pas d'en faire un syndicat qui doit être là pour la défense des intérêts des travailleurs, ni pour organiser la contestation syndicale, mais beaucoup plus pour être formaté au bénéfice, bien sûr, de la présence de la Chine en Afrique. Cela s'étend également comme formatage en direction d'autres organisations non gouvernementales, en direction de la femme africaine, en direction de la jeunesse africaine, en direction de toute l'élite africaine, y compris l'élite intellectuelle, comme on le venait de le voir un peu plus haut, mais également en direction d'un ensemble d'opérateurs économiques africains, notamment les chefs d'entreprise, qui ont des forums entre chefs d'entreprise chinois et chefs d'entreprise africains. Ce programme est appuyé par des financements, indépendamment des financements pour les infrastructures, pour l'industrialisation. Et en matière d'industrialisation, nous verrons si on a suffisamment de temps vers la fin. Je vous ai prévu un support vidéo pour montrer l'un des programmes phares d'industrialisation lancé entre la Chine et l'Afrique depuis 2015. Ce sera la cité industrielle de Tanger au Maroc qui a été lancée par la Chine en 2017. Donc, je disais tout à l'heure que ce programme est appuyé par des financements qui concernent les PME africaines et les PME chinoises. Et les PME chinoises, c'est 10 milliards de dollars qui sont dans un fonds destiné aux PME chinoises. Et il y a un autre fonds pour les PME africaines, c'est 6 milliards de dollars. Ça, c'est des fonds qui ont été mis en place
à partir de 2015. Ils existaient avant en ce qui concerne notamment le fonds pour les PME chinoises qui existe depuis 2006-2007, mais qui était limité jusqu'à peu près à 5 milliards pour tous les 3 ans, et désormais c'est à 6 milliards. Il y a un deuxième fonds pour les PME africaines, mais PME africaines qui s'investissent dans le cadre de l'export. Donc, les Africains qui souhaitent exporter les produits africains vers la Chine disposent d'une ligne de crédit de 5 milliards de dollars pour exporter notamment des produits agricoles africains vers la Chine. Cette situation de la présence de la Chine en Afrique amène un ensemble de dirigeants, notamment les dirigeants autoritaristes qui ne souhaitent pas une gouvernance démocratique en Afrique, d'instrumentaliser le Forum de coopération sino-africaine. Mais pourquoi le Forum de coopération sino-africaine, de coopération plutôt sino-africaine, est-il instrumentalisé par un ensemble de régimes autoritaristes? Mais simplement parce que le Forum lui-même se prédispose à cette manipulation, à cette instrumentalisation, étant entendu que dès le tout premier forum de coopération sino-africaine en l'an 2000, la Chine et l'Afrique ont annoncé dans la déclaration même inaugurale de ce processus de forum, en son point 4, il est indiqué clairement qu'il convient de respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Mais cette perception des droits de l'homme et des libertés fondamentales par le Forum de coopération sino-africaine en termes d'universalité des droits de l'homme est nuancée par une sorte de négation du principe d'indivisibilité des droits de l'homme en ces termes. Comme les pays du monde diffèrent les uns et les autres par leurs systèmes sociaux, leur niveau de développement, leur contexte historique et culturel ainsi que leur conception des valeurs, ils ont le droit de choisir leur propre approche et modèle pour promouvoir et protéger les droits de l'homme chez eux. Et ça ne suffit pas, le forum ajoute. De plus, les pratiques visant à politiser les droits de l'homme et à sortir l'assistance économique des conditions en matière de droits de l'homme sont à condamner vigoureusement parce qu'elles constituent elles-mêmes des actes de violation des droits de l'homme. Mais alors, pourquoi, bien sûr, on en arrive là? Mais le Forum de coopération sino-africaine, en voulant nuancer l'universalité des droits de l'homme pour dire OK, les droits de l'homme sont universels, mais les droits de l'homme sont divisibles selon la perception chinoise. Parce que la Chine, certes, comme la plupart des pays du monde, est partie à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, mais la Chine a juste ratifié, a adhéré, d'accord, au pacte international sur les droits civils et politiques, les droits économiques et sociaux, les droits économiques, sociaux et culturels de 1966, a adhéré à ce protocole, à ce pacte, en le signant en 1997 et en le ratifiant en l'an 2001. Mais en ce qui concerne le pacte international sur les droits civils et politiques aussi de 1966, la Chine l'a seulement signé en 1998, mais ne l'a pas ratifié. Au point où ce pacte ne peut pas produire d'effet juridique au niveau chinois et la Chine n'assure pas la promotion des droits contenus dans ce pacte. La Chine se focalise donc sur les droits économiques et sociaux sans avoir à promouvoir les droits civils et politiques et souhaite que le monde puisse avoir la même perception, la même vision des droits de l'homme en mettant un accent sur les droits économiques et sociaux et en mettant des droits civils et politiques. Et c'est cette vision que la Chine veut partager à l'Afrique et se vertue à partager à l'Afrique
avec quelques situations où il y a certains Africains quasiment qui y adhèrent. Et bien sûr, parmi les Africains qui y adhèrent, en 2004, une délégation de la haute administration africaine conduite par une Togolaise, il y avait plus de 30 États africains qui étaient représentés à ce forum de la haute administration africaine sino-africain. Et à l'occasion de ce forum, lors de la cérémonie de clôture, après l'intervention du chef de délégation chinoise, le chef de délégation africaine a eu à prononcer ce mot que je me peut-être vous ferai l'économie de ne pas le lire puisque vous l'avez sous les yeux, et, sauf si vous le souhaitez que je vous le lise, je peux le lire à haute voix, mais sinon c'est disponible pour synthétiser. La délégation africaine salue la perception chinoise des droits de l'homme et la distinction entre droits civils et droits civils politiques d'une part et droits économiques et sociaux d'autre part, estimant que le choix de la Chine serait le meilleur choix parce que c'est le choix des droits collectifs, donc économiques et sociaux et culturels, et en marginalisant les droits politiques. Et là, vous avez cette dame qui parle au nom de toute la haute administration africaine et qui estime que la vision de la Chine est la meilleure vision et que c'est une vision qui ressemblerait à celle de l'Afrique. Alors que de façon contradictoire, on peut noter que ce n'est pas le cas, puisque la plupart des États africains, non seulement ils sont membres à part entière de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, mais ils ont presque tous, pas totalement, mais en tout cas la majorité d'États africains, est pleinement membre de la Déclaration sur les droits économiques, sociaux et culturels, et ainsi que de la Déclaration sur les droits civils et politiques. En plus, il y a toute une batterie de textes en matière de droits de l'homme et de gouvernance démocratique dans le cadre de l'architecture africaine de gouvernance. AAG, c'est l'architecture africaine de gouvernance qui est en fait principalement composée de 4 chartes. La charte africaine des droits de l'homme de 1981, la charte africaine de la démocratie des élections de la gouvernance de 2007, charte qui distingue l'Afrique de tous les autres continents du monde, parce que même au sein de l'Union européenne, il n'y a pas un texte général qui essaie de dégager les grands principes et les grandes orientations en allant aussi en profondeur que la charte africaine des droits de l'homme, la charte africaine pour la démocratie, les élections et la gouvernance. Charte conclue en 2007 et qui est en cours de ratification. Elle est rentrée en vigueur en 2012 parce qu'elle a atteint le nombre de ratifications qu'il fallait, mais on le verra un peu plus loin tout à l'heure. Cette charte n'a pas encore trouvé la pleine adhésion de l'ensemble des États africains. Il y a la charte sur la décentralisation de 2014 et la charte qui essaye de trouver un droit panafricain du service public, et c'est une charte de 2011. L'ensemble de ces textes rentre totalement en contradiction, prouve que la dame qui a parlé au nom de la haute administration africaine, en allant prendre de telles positions, a ignoré tous les engagements pris par les États africains à travers ces différents textes ici rappelés. Et bien sûr, indépendamment des engagements intra-africains, il y a les engagements des États africains au niveau international, notamment avec l'Union européenne, à travers la conditionnalité politique des accords d'association et de libre-échange euro-méditerranéen, accords qui ont commencé en 1995 avec la Tunisie, et bien sûr qui se sont développés ensuite avec le Maroc, avec l'Algérie, avec l'Égypte. Dans ces accords, il y a un ensemble de dispositions, notamment les articles 2 à 4 de chacun de ces accords, qui indiquent clairement que les droits de l'homme et les principes démocratiques plus les droits de droit constituent des éléments essentiels de ces accords. Ça signifie que si ces éléments sont violés de façon importante, les autres parties à l'accord sont en droit
de suspendre l'accord au détriment du pays qui serait auteur de ces violations. Les mêmes éléments essentiels se retrouvent dans l'accord de Cotonou de l'an 2000, dans le cadre de la coopération Union européenne et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, AACP, acquis de Cotonou, qui a été sauvegardé dans les accords de partenariat économique conclus, dont les derniers ont été conclus en 2014 avec les différentes zones d'Afrique subsaharienne. Et bien sûr, dans ce type d'accord, les conditionnalités politiques ouvrent droit à deux types de dialogue politique, le dialogue politique permanent et le dialogue politique intense entre l'Union européenne et les différents États concernés dans le cadre de la promotion des droits de l'homme, promotion des valeurs démocratiques, promotion de l'état de droit. Et bien sûr, dans le cadre de ces conditionnalités politiques, il y a un consentement des différents États pour qu'il y ait des consultations. C'est une autre procédure qui est plus rigoureuse que le dialogue politique. Et cette procédure peut aboutir à des sanctions en cas de violation grave des droits de l'homme. Ce qui a justifié les sanctions notamment qui sont prises de temps à autre lorsque tel ou tel autre pays qui a signé, qui est membre de ces différents accords, viole de façon grave les droits de l'homme ou encore est en situation de recul démocratique, même s'il faut reconnaître que ce sont souvent des applications à géométrie variable. Cette situation donc a amené un ensemble de tentations pour faire du Forum de coopération sino-africaine, en abrégé FCCSA, en anglais, ils abrègent ça FOCAC. Et bien sûr, ces tentatives de transformation du Forum de coopération sino-africaine en refuge pour régime autoritariste et qui essayent donc des régimes qui oppressent et marginalisent les différents peuples, nous avons quelques cas. Ces processus se passent généralement au Conseil de sécurité des Nations Unies, où la Chine utilise ce qui est appelé couramment droit de veto, mais qui n'est pas mentionné sous forme de droit de veto dans la Charte des Nations Unies. Mais le fait pour les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, ils sont 5. Ces 5 membres permanents, même si tout le monde est d'accord avec une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies, si l'un des membres permanents vote contre cette résolution, la résolution ne peut pas passer. Donc, la Chine utilise cette situation à la demande d'États africains qui sont autoritaristes pour empêcher un ensemble de résolutions qui peuvent être des résolutions sanctionnant des violations des droits de l'homme sur le terrain africain. C'est le cas d'Omar el-Béchir, ancien président et homme fort du Soudan, qui, malgré un ensemble d'atrocités inimaginables, inqualifiables au Darfour, avait toujours, pendant plus d'une vingtaine d'années, 25-30 ans, bénéficié de la protection de la Chine au Conseil de sécurité des Nations Unies, jusqu'à ce que la Chine avait fini par lâcher progressivement du lest et pour que Omar el-Béchir puisse être finalement traduit devant la Cour pénale internationale. Et que, bien sûr, que le peuple en soulèvement, et puis tout dernièrement, en 2019, eut la possibilité, par soulèvement populaire, de faire en sorte que ce monsieur puisse se retrouver depuis lors derrière les barreaux. Transformation du Forum de coopération sino-africaine également en refuge, notamment par le Burundi, qui, pour faire face aux sanctions de l'Union européenne en raison de graves violations des droits de l'homme et du recul démocratique dans ce pays a pu obtenir le soutien de la Chine en sollicitant la Chine en 2017. Et là, c'est le vice-président chinois, M. Liu Zhangchao, qui s'est rendu au Burundi pour apporter son soutien au Burundi, estimant que ce soutien rentrait dans le cadre du respect de la souveraineté du Burundi. Le Burundi est souverain, quitte à ce qu'il puisse
gravement violé les droits de l'homme, oppressé les populations, tel que prouvé par le rapport d'experts des Nations Unies à cet effet, avec un ensemble d'atrocités. Mais la Chine a estimé que c'est des affaires intérieures au Burundi et qu'il fallait apporter le soutien au Burundi en dépit de cette situation, en lieu et place et de façon alternative, en lieu et place de ce que l'Union européenne apportait à ce pays. Et bien sûr, je me passe de tous les commentaires concernant le Burundi pour simplement dire que cette situation est saluée immédiatement par le Forum de coopération sino-africaine en 2018 en ces termes, dans la coopération avec l'Afrique en matière d'investissement et de financement, la partie chinoise tient à ne jamais assortir la coopération de conditions politiques. Et puis, ils ajoutent, l'Afrique salue donc cette position chinoise en disant, la partie africaine salue les aides sans conditions politiques accordées depuis de longues années par la Chine aux pays africains. Mais quand on parle de conditions politiques, est-ce que la seule condition politique qui puisse exister dans les coopérations interétatiques, ce sont seulement des conditionnalités en matière des droits de l'homme, en matière de principes démocratiques, en matière d'état de droit? Je ne le crois pas, puisqu'il y a des conditionnalités politiques. Il y a une condition politique qui est aussi un élément essentiel dans la coopération Chine-Afrique, c'est le principe d'une seule Chine. Le principe de la Chine unique et indivisible, notamment par rapport à Taïwan, fait en sorte que depuis que la Chine est rentrée aux Nations Unies en 2011, plutôt en 1971, sur résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, la Chine n'a jamais admis de coopérer au niveau des ambassadeurs avec elle et en même temps coopérer au niveau des ambassadeurs avec Taïwan. Même toutes les grandes puissances du monde, les États-Unis, la Russie et consorts, la France, et j'en passe, la Grande-Bretagne et consorts, n'ont pas de relations diplomatiques avec Taïwan au niveau des ambassadeurs, sauf quelques représentations commerciales et quelques bureaux commerciaux. Ce principe d'une seule Chine, qui est une conditionnalité politique, figure bel et bien dans l'ensemble des textes régissant la coopération sino-africaine organisée à travers le Forum de coopération sino-africain. Et chaque fois que nécessaire, cela est répété à haute voix par la Chine aux différents États africains. Le dernier État africain qui venait d'adhérer en 2018 plutôt, qui venait donc de quitter Taïwan pour rejoindre la République populaire de Chine en 2018, c'est le Burkina Faso. Mais pour que le Burkina Faso puisse y adhérer, il a fallu que le Burkina Faso puisse répéter à haute et intelligible voix un ensemble de phrases dictées par la Chine, indiquant clairement qu'il n'y a qu'une seule Chine, que Taïwan n'est qu'une région de la Chine et qu'il n'y a qu'une seule Chine, c'est la République populaire de Chine. C'était le prix à payer en répétant cela pour obtenir les financements nécessaires à lutter contre le terrorisme dans le Sahel, puisque la Chine conditionnait le financement de la force africaine G5 Sahel qui combat le terrorisme au Sahel ensemble avec la force française et certaines forces des Nations Unies. Le financement chinois à la force G5 Sahel était conditionné à l'appartenance du Burkina Faso à la Chine populaire en abandonnant Taïwan, ce qui est désormais fait. Vous avez la Guinée-Conakry, qui, elle aussi, est en processus de recul démocratique depuis 2020, en révisant la Constitution pour permettre au président de Guinée-Conakry, M. Alpha Omar Konaré, de se présenter pour un troisième mandat, ce qui est désormais fait. Mais ce fait pourquoi? Parce que nous avons vu plus haut qu'en 2017, la Chine venait de mettre à la disposition de ce pays une ligne de crédit de 20 milliards de dollars et que
le pays n'avait commencé à consommer que 3 milliards en 2017 et 2018. Et vous comprenez que le régime en place n'entendait pas laisser autant de milliards à la disposition de leurs successeurs, d'où cette révision constitutionnelle qui aujourd'hui fait en sorte que la Guinée, qui semblait sortir la tête de l'eau après plusieurs années de dictature dont le président actuel en a souffert à titre personnel en tant qu'éternel opposant et même prisonnier politique, aujourd'hui, malheureusement, ce pays est en train de reculer au lieu d'avancer. Et bien sûr, le Gabon en 2016, élection présidentielle organisée au Gabon avec la présence d'observateurs internationaux de l'Union européenne, de l'Organisation internationale de la francophonie, de l'Union africaine, du NDI, une fondation américaine. Tous ces observateurs ont conclu que les résultats électoraux ne reflétaient pas exactement les résultats sortis des urnes, mais Omar Ali Bongo a décidé de se maintenir militairement au pouvoir en matant les populations, en refusant la victoire à celui qui a remporté les élections, d'où ma démission du gouvernement, parce que je ne pouvais pas continuer dans une situation où on se maintenait au pouvoir de façon militaire, alors même que nous devrions plutôt, petit à petit, aider que ce pays, qui est suffisamment doté par la nature, puisse sortir de la situation, puisse progressivement s'ancrer dans la démocratie, étant entendu qu'avant 2016, même si ce n'était pas une démocratie parfaite, mais nous étions sur la bonne voie en matière démocratique. Et bien sûr, lorsque le Parlement européen a demandé que le Gabon soit sanctionné, pour que le Gabon fasse chanter l'Union européenne, alors Ali Bongo a annoncé qu'il se rendait en Chine et, bien sûr, a fait une déclaration à l'agence Chine Nouvelle au moment du départ pour dire que le Gabon ouvrait davantage les portes à la Chine et que la Chine n'avait qu'à investir davantage au Gabon. Et depuis lors, bien sûr, la résolution du Parlement européen demandant aux instances décisionnelles de l'Union européenne de sanctionner le Gabon, les sanctions ne sont pas arrivées, probablement de peur que la Chine ne puisse s'installer au Gabon en lieu et place de partenaires traditionnels. Conséquence de tout cela, c'est que malheureusement, l'Union africaine se trouve paralysée dans sa possibilité de faire avancer les différentes chartes de l'architecture africaine de gouvernance qui ne sont ratifiées que très difficilement. La charte sur la démocratie et les élections qui date de 2007 n'est ratifiée en 2017. Les dernières statistiques disponibles, en 2017, on peut constater que sur 55 États, il y avait 45, certes, qui l'avaient signé, mais il n'y avait que 34 qui l'avaient ratifié. Et même dans les 34 qui l'ont ratifié, beaucoup d'États sont en train de faire des reculs démocratiques en dépit du fait que cette charte soit ratifiée. Ni la Commission de l'Union africaine, qui est l'équivalent de la Commission de l'Union européenne, plus ou moins, même si la Commission de l'Union européenne a plus de pouvoir au regard du concert institutionnel de l'Union européenne que la Commission de l'Union africaine, mais c'est un tout petit peu organisé de la même façon. La Commission de l'Union européenne, l'Union africaine est impuissante pour essayer de faire avancer cette charte et encore moins pour la faire appliquer par les pays. Et là, à partir de ce moment, on peut bien se poser la question de savoir si nous ne parvenons pas au niveau de l'Union africaine, faire en sorte que le maximum d'États puissent s'inscrire dans le cadre de l'architecture africaine de gouvernance, qu'on puisse organiser l'Afrique selon un ordre panafricain fondé sur le droit. Comment pourrait-on, à partir de ce moment, imaginer qu'on peut faire avancer les objectifs plus ambitieux qui sont contenus dans l'agenda 2063? Comment peut-on organiser le marché unique continental à travers aujourd'hui ce qui est appelé la zone de libre-échange
continentale qui aujourd'hui a le nombre de ratifications qu'il faut pour qu'elle puisse rentrer en vigueur, mais comment cette charte peut être réellement mise en œuvre lorsque l'ordre, lorsque au niveau du concert panafricain, c'est plutôt la loi de la force qui prime sur la loi de la force qui prime sur la force de la loi. Impuissance, paralysie de l'Union africaine, impuissance de l'Union européenne, qui ont l'application des résolutions prises par le Parlement européen pour sanctionner les violations des droits de l'homme et les reculs démocratiques, en application des stipulations pertinentes qui font des droits de l'homme et des principes démocratiques des éléments essentiels de cette coopération, les résolutions du Parlement européen sont appliquées de façon malaisée par ceux qui sont chargés de le faire appliquer. Et bien sûr, les préférences du dialogue politique, il y a des préférences où l'Union européenne préfère plutôt appliquer la procédure du dialogue politique intense en lieu et place de la procédure de consultation, étant entendu que la procédure de consultation est beaucoup plus rigoureuse et aboutit généralement à des sanctions. Et deuxième impuissance de l'Union européenne, les missions d'observation électorale de l'Union européenne sont de moins en moins invitées en Afrique. Et comme pour aller observer une élection dans un pays souverain au regard de la déclaration sur l'observation internationale des élections de 2005 prise dans le cadre des Nations Unies, cette résolution n'ouvre droit à aller observer des élections dans un autre État que sur invitation de cet État. On peut constater que beaucoup d'États aujourd'hui africains n'invitent plus l'observation électorale de l'Union africaine. Conséquence également, classement mondial des démocraties dans le monde, des régimes politiques entre les démocraties et les régimes autoritaires, on peut constater que le premier pays africain qui est classé parmi les meilleures démocraties en Afrique et par rapport au monde entier, ce pays arrive en 18e position, c'est l'île Maurice. Et comme on peut le constater, le plus grand nombre de pays se trouvent dans la zone orange et dans la zone rouge. Conséquences démocratiques avec répercussions sur, au niveau des libertés, les libertés politiques se répercutent sur le niveau des libertés économiques. Et en termes de liberté économique, on peut constater à partir de cette pyramide ce qui se passe en Afrique. Entre les pays où la liberté économique existe, les pays où il y a peu de liberté économique, et là où la liberté économique n'existe presque pas parce que c'est beaucoup plus la répression. Conséquence beaucoup plus générale, impact beaucoup plus général, vous avez dans cette situation, d'une part, en termes de l'Union européenne, subit les pressions migratoires. Et vous avez ici, avec cette courbe de pression migratoire de 2015, qui était l'une des courbes les plus élevées, cette pression migratoire de 2015 a soumis à rude épreuve les solidarités entre États membres de l'Union européenne, notamment en matière de répartition de réfugiés sous forme de quotas. La solidarité européenne prévue par les textes européens, notamment le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ce traité prévoit qu'en cas de forte immigration à laquelle serait confronté un pays membre de l'Union européenne, ce pays pouvait compter sur la solidarité avec les autres pays et qu'il peut être mis en place à titre exceptionnel pendant un temps donné un système de répartition des migrants. Cette solidarité a explosé, laissant l'Italie seule face à la pression migratoire, la Grèce face à la pression migratoire. Conséquence, cette pression migratoire a influencé fortement la vie politique interne de l'Italie, avec la montée des extrêmes, notamment l'extrême droite, avec l'arrivée
de Matteo Salvini, qui est arrivé au pouvoir en Italie. Heureusement que ça n'a pas duré assez longtemps, mais est-ce que ce sera pour longtemps, on ne sait pas. Pression migratoire qui a en même temps créé une situation inédite en Allemagne post-Deuxième Guerre mondiale, parce que l'extrême droite est parvenue à rentrer au Parlement allemand au cours des élections de 2018. C'est pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et bien sûr, également les extrêmes qui percent progressivement également en France, comme on a bien pu le constater à l'occasion des dernières élections. Non seulement la pression migratoire impacte la prospérité et la stabilité de l'Union européenne, ainsi que la solidarité entre États membres de l'Union européenne, mais il y a également le terrorisme qui s'aggrave en Afrique. Et ce terrorisme qui s'aggrave en Afrique s'attaque aux Africains, certes, comme on peut le constater dernièrement avec des enlèvements en masse de jeunes filles au Nigeria, précédés par d'autres enlèvements en masse également des filles. Heureusement que les derniers enlèvements, les filles ont été retrouvées hier. Mais cette situation qui ensanglante l'Afrique n'ensanglante pas seulement les Africains, puisque les différents groupes terroristes ont aussi pour cible principale des ressortissants étrangers, dont des ressortissants européens, et leurs intérêts matériels en Afrique, comme on peut le constater sur cette carte tirée du ministère français des Affaires étrangères avec la partie en rouge indiquant aux Français que c'est une zone qui n'est pas indiquée de fréquenter pour le moment en raison de la situation terroriste particulièrement vascularisée au Sahel. Et bien sûr, nous nous rappelons les dernières victimes des attentats terroristes dans cette zone, 6 humanitaires français au Niger qui ont été victimes des derniers attentats terroristes ayant touché la France dans cette zone. Les Chinois également sont touchés puisque depuis quelques années, notamment au Mali, où il y a eu 3 Chinois qui ont été victimes d'attentats terroristes, et pour le fait qu'il y ait eu 3 Chinois victimes de cet attentat sur 1,3 milliard d'habitants, la Chine a abandonné un ensemble de chantiers au Mali, notamment le programme de voie ferrée Sénégal-Mali, pour se concentrer sur la partie sénégalaise et laisser tomber la partie malienne jusqu'à ce que la situation terroriste puisse être endiguée. Face à toutes ces situations de déstabilisation, l'Union européenne s'est organisée pour essayer de riposter, pour freiner les effets négatifs de cette instrumentalisation aux effets négatifs que nous venons de constater, aussi bien en endogène concernant l'Afrique qu'en exogène concernant l'Union européenne. Mais ça ne concerne pas l'Union européenne seulement parce que les attaques terroristes concernant les ressortissants étrangers touchent les Américains, touchent les Chinois, comme on venait de l'indiquer tout à l'heure, touchent d'autres communautés internationales. Donc la question devient une question de sécurité internationale. Question qui préoccupe les Nations Unies, puisque les Nations Unies dans ces zones sont obligées de dépêcher un ensemble d'opérations de maintien de la paix. Riposte donc de l'Union européenne à travers les accords de libre-échange, qui ont commencé en 1995 avec la Tunisie, qui ont ensuite été poursuivis avec le Maroc en 1996, l'Égypte en 2001, l'Algérie en 2002. Ces différents accords, notamment en ce qui concerne le Maroc et la Tunisie, sont en processus d'approfondissement pour aboutir à ce qui est attendu et qui sera appelé accord de libre-échange complet et approfondi à l'ECA. À partir de 2007 et en application de l'accord de Cotonou ACPUE, il était prévu que le mécanisme de système de préférence tarifaire généralisé, qui était un mécanisme dérogatoire mais discriminatoire parce que c'était des avantages qui étaient accordés
aux pays en voie de développement, ACP, Union européenne, par lui, ACP, plutôt facilité accordée par l'Union européenne aux pays ACP, à développement, sans que cela ne soit accordé aux pays non ACP aussi en développement. C'était donc discriminatoire et il était prévu dans l'accord de Cotonou que cette situation devrait prendre fin à partir de 2007 pour être remplacée par des accords de libre-échange. Dans ce cadre, les négociations ont commencé et ont pu aboutir en 2014 avec la signature principalement de 4 accords de libre-échange. Union européenne, Afrique de l'Ouest, ensuite Afrique de l'Est, Afrique australe et bien sûr Afrique centrale qui ne parvient pas encore à signer, mais le Cameroun au moins tout seul a signé avec l'Afrique centrale et l'Union européenne estime qu'il reviendra aux autres pays de l'Afrique centrale d'adhérer à cet accord avec le Cameroun. En dehors de ces 4 accords qui ont été signés, bien sûr, il y a eu certains pays de l'Afrique australe et certains pays de l'Afrique de l'Est, dont le Zimbabwe, Madagascar, les Seychelles et Maurice, qui avaient déjà signé avec l'Union européenne un accord de libre-échange en 2009. La Côte d'Ivoire et le Ghana étant entendus pour que ces accords de libre-échange puissent rentrer en application provisoire, il faut qu'il y ait 3/4 d'États africains de la zone qui les ratifient. Et ensuite, après ces 3/4 de signatures, plutôt ces 2/3 de signatures, après ces 2/3 de signatures, il faudrait qu'il y ait l'approbation par le Parlement européen. En attendant que cela se produise, la Côte d'Ivoire et le Ghana avaient décidé de signer en 2016 avec l'Union européenne chacun un accord de libre-échange intérimaire, permettant à l'Union européenne d'exporter un pourcentage de marchandises, des pourcentages pour chacun de ces accords qui vont de 75 à 80, 90, 89%, et même 97% en ce qui concerne l'Afrique australe, de marchandises de l'Union africaine qui rentrent librement sur le continent africain, et à l'inverse, de façon de l'Afrique vers l'Union africaine, c'est l'ensemble de la marchandise africaine qui rentre librement en Union européenne, sauf bien sûr l'Afrique du Sud, où pour certains produits, l'Union européenne a protégé certains de ses plutôt certains de ces producteurs, notamment en matière de vin, d'éthanol et de sucre, qui font l'objet de quotas avec l'Afrique du Sud. En plus de ces accords de libre-échange, l'Union européenne, et là vous avez le récapitulatif des accords de libre-échange entre l'Union européenne et l'Afrique, en bleu foncé, ce sont les pays où le libre-échange est totalement fonctionnel. En plus de ces accords de libre-échange, l'Union européenne a mis pour la première fois à la disposition des investisseurs européens qui s'intéressent au voisinage de l'Union européenne à l'Afrique, l'Union européenne a mis à leur disposition un fonds innovant, fonds de financement des investissements privés, mais également fonds de garantie permettant à ces investisseurs de pouvoir lever le fonds auprès d'autres investisseurs sous garantie de l'Union européenne, mais également fonds pour assurer la protection des investissements européens, des investissements privés européens en Afrique et dans le voisinage de l'Union européenne, pour protéger ces investissements contre les risques politiques et également les protéger contre les autres risques non commerciaux. On pourrait revenir là-dessus s'il y a des questions, bien sûr. À côté de ce que l'Union européenne a eu à faire, l'Allemagne a ajouté quelque chose pour les investisseurs allemands afin de doubler la présence des entreprises allemandes en Afrique d'ici 2021 en mettant à la disposition des investisseurs allemands un fonds de milliards de dollars pour permettre de financer et en même temps de pouvoir protéger les investisseurs allemands contre les risques politiques à l'identique de la formule de l'Union européenne et bien sûr aussi pour former le capital humain.
Les États-Unis d'Amérique ont fait la même chose en 2018 avec un instrument permettant d'organiser de façon notable les entreprises américaines qui seraient intéressées par l'Afrique à travers un outil qui concerne bien sûr l'ensemble des pays en développement du monde, mais avec un focus sur l'Afrique, les États-Unis ayant clairement annoncé que par ces fonds, il s'agit d'aller faire face à la présence de la Chine en Afrique et essayer d'exporter le modèle entrepreneurial américain en Afrique. Et c'est un fonds de 60 milliards de dollars qui a été mis en place en 2018. Et bien sûr, la rapidité de l'adoption et de la signature de ces textes indique clairement exactement les enjeux, puisque ce fonds a été signé rapidement 3 jours après qu'il ait été adopté par le Congrès américain. Il avait été rapidement signé par le président Donald Trump avant qu'il ne s'en aille, bien sûr. La France également a renforcé ses instruments existants en matière d'investissement privé pour financer les investissements privés, pour garantir les investissements privés, pour accompagner les opérateurs économiques intéressés par l'Afrique. Et là, tout se joue autour de l'Agence française de développement, de BP France et de Business France, avec quelques programmes que j'ai sélectionnés à votre disposition, étant entendu que ce support sera mis à disposition du professeur Thierry Perrault, qui pourrait le mettre à la disposition des participants. Et bien sûr, c'est l'ensemble des programmes aujourd'hui déclinés, plutôt déclinés en Afrique par aussi bien l'AFD que BP France, soit chaque organisme de ce côté ou en association. Et bien sûr, voilà, à partir de tous ces différents financements, de tous ces outils, de tous ces instruments mis à la disposition d'investisseurs pour être présentes en Afrique davantage que par le passé et participer au développement de l'Afrique en apportant chacun un modèle de développement, nous avons pensé qu'il fallait renforcer ces différents outils pour une meilleure efficacité de ces outils en les orientant à travers un modèle d'affaires qui est guidé, qui est orienté par un outil diagnostique, le modèle Affaires Afrique, qui permet de faire un diagnostic en 18 dimensions, lequel diagnostic, bien sûr, est organisé à travers chacune des dimensions de cet outil qu'on appelle modèle Affaires Afrique, qui est un outil systémique pour les affaires rentables et durables avec l'Afrique. Bien sûr, un outil que j'ai imaginé et que j'utilise pour accompagner les entreprises qui s'intéressent à l'Afrique. Outil, bien sûr, si nous disposons encore d'un peu de temps, je ne sais pas combien de minutes de présentation il me reste sous la sanction du professeur Thierry. Attendez, je vais essayer de... voilà. Oui, je suis branché, oui. Écoutez, nous avons déjà beaucoup avancé puisqu'il est 10h20. Je ne sais pas combien de temps il vous faudrait pour exposer, mais disons que je vous donne 10 minutes. 10 minutes, c'est beaucoup. Merci, professeur. Parfait, merci. Alors donc, pour rapidement synthétiser, c'est un outil d'accompagnement qui permet de diagnostiquer le projet d'investissement de tout opérateur économique qui s'intéresse à l'Afrique. Le projet est passé au tamis à travers chacune des 18 dimensions, mais également en organisant les choses de façon systémique pour que le projet puisse être suffisamment solide et la chance d'avoir une meilleure rentabilité, une meilleure pérennité
mais tout en garantissant qu'au niveau africain, et bien sûr au niveau de toutes les parties prenantes, que chaque partie prenante trouve son compte sans que ça ne puisse entamer votre recherche de profit. C'est un outil donc à 18 dimensions et cet outil permet de travailler d'abord en atelier pendant 12 séances et entre chaque séance, entre chaque atelier, il est organisé un ensemble de mise en application de différentes solutions validées au cours de l'atelier précédent. Et à l'occasion de l'atelier suivant, les applications qui ont été mises en œuvre font l'objet d'un feedback et d'un échange au cours duquel ces différentes applications sont définitivement validées. En milieu de processus d'atelier, donc comme je disais, 12 ateliers, en milieu de processus, soit à l'occasion du 5e ou du 6e atelier, il est organisé un bilan d'étape pour commencer déjà à tenir compte de la systémie. Et à la fin du processus, au cours donc à l'occasion du 12e atelier, il y a une évaluation globale avec une validation de l'ensemble du processus, une mise en synergie de toutes les solutions qui ont été envisagées de toutes les applications pour faire un rapport pour faire un rapport général, lequel rapport général oriente votre business model et ensuite votre business plan pour aller en Afrique avec davantage de chances de rentabilité, de pérennité de votre affaire. Voilà un peu globalement résumé cet outil et qui est la troisième partie de notre présentation de ce jour. Outil que j'ai eu à mettre en place sur la base de mon expérience de l'Afrique, qui est une longue expérience. Je suis resté au Parlement gabonais pendant 19 ans, au Parlement panafricain pendant 4 ans, au gouvernement gabonais pendant 7 ans. Donc aujourd'hui, 57 ans d'âge, j'ai passé toute ma jeunesse dans le milieu politique et je continue à passer ma vie, certes, dans l'Afrique, dans l'Europe et dans le monde, mais dans une position autre que la position politique, parce que je voudrais maintenant consacrer ma vieillesse à autre chose qu'à la politique, ma vieillesse à moi-même. Voilà, chers messieurs, chères mesdames, professeurs, les quelques éléments que je souhaitais avancer à l'occasion de ce propos introductif qui a dépassé quelque peu le temps imparti. Et je me mets à la disposition des uns et des autres pour répondre à toutes les questions qui permettront de préciser certains éléments que j'ai dû avancer. Je vous remercie de votre attention. Moi, je vous remercie beaucoup pour cet exposé. Je vais vous demander d'abord peut-être de fermer le partage, si c'est possible. Oui. Hein, parce que ça permettra éventuellement plus facilement de voir quelles sont les personnes qui lèvent la main et qui souhaitent s'exprimer. Alors, je commencerai par une boutade en vous disant qu'à 57 ans, on n'envisage pas encore la vieillesse. Hein. J'ai 20 ans de plus que vous et je ne me vois pas encore comme un vieux. Hein. Donc, vous avez beaucoup de temps de jeunesse devant vous et j'espère que vous les mettrez à profit. Alors, cette réunion, elle m'apprend plusieurs choses indirectement. La première, c'est que j'étais assez étonné par le faible nombre de personnes qui se sont inscrites pour ce séminaire, dans la mesure où il s'agit quand même d'une question qui est très sensible. Hein. Et disons que, oui, avant de vous repasser la parole, hein, oui, je ne retrouve pas mon écran. Oui. Oui, on est toujours en partage là. Ouais, j'essaye de. Arrêtez. Vous avez en principe arrêté qui doit apparaître. Voilà, c'est très bien, merci. Bon. C'est très bien, oui. Oui, donc je disais que le faible nombre d'inscrits est peut-être assez symptomatique d'un certain désintérêt que peuvent éprouver, entre autres les Européens, à la présence ou à une discussion ou à une collaboration
entre l'Europe, la Chine et l'Afrique, hein, et ça peut aussi expliquer l'élément vraiment fondamental que vous démontrez, c'est l'impuissance de l'Union européenne dans ses rapports avec l'Afrique. Et effectivement, vous ne faites que souligner des asymétries qui sont fondamentales parce qu'elles sont autant au niveau politique qu'au niveau économique. Et ce qui ressort de façon tout à fait évidente, c'est qu'indépendamment du problème de l'autoritarisme d'un certain nombre d'États, au-delà du problème éventuellement de la corruption d'un certain nombre de gouvernants, c'est que les nécessités d'un développement économique font que c'est celui qui peut prêter des sommes considérables vers lequel les pays vont forcément, obligatoirement se tourner. Donc il y a un problème général de financement du développement africain, et ce financement du développement africain, ce n'est pas l'Europe ne s'est pas dotée des moyens pour y répondre. Vous prenez l'exemple des Américains avec 60 milliards de dollars de lignes de crédit. Peut-être que c'est une réponse aux 60 milliards renouvelés plusieurs fois du gouvernement chinois, mais malgré tout, ça ne risque de ne pas être suffisant pour répondre aux besoins réels que peuvent avoir les différents pays africains pour se développer. Donc, si vous voulez, c'est l'image que vous donnez, et j'abonde dans votre sens, il n'y a pas de problème, de cette impuissance, c'est quand même quelque chose qui est assez grave, en ce sens que nous pouvons avoir des idéaux, mais ces idéaux, il n'y a aucune raison, ils vont s'effriter d'eux-mêmes face à la réalité, indépendamment, si vous voulez, des problèmes d'autoritarisme et de corruption. Ils s'effritent devant la réalité. Alors, ça, c'est le sentiment général que je retire de l'exposé. Alors, en revanche, il y a une chose sur laquelle je voulais revenir, parce que c'est un problème qui est évoqué dans d'autres instances, et entre autres par Jean-Louis Guigaud à l'IPMED. C'est le rôle potentiel des zones économiques spéciales que vous avez évoqué à un moment donné. Et vous avez cité deux exemples que je connais bien, le Maroc d'un côté et l'Éthiopie de l'autre. Et si on remet alors l'expérience marocaine est certainement l'expérience la plus intéressante parce que c'est le Maroc qui a pris les devants en créant des zones économiques spéciales spécifiquement marocaines et où il a eu une pratique qui était comparable à celle qu'avaient eu les Chinois dans les années 80, c'est-à-dire faire venir dans des secteurs spécifiques des entreprises de technologie avancée, hein, que ce soit Airbus, que ce soit Boeing, que ce soit Renault. Et puis de l'autre côté, vous avez cette tentative privée marocaine, hein, puisque c'est une tentative de la Banque du commerce extérieur, de s'allier avec des Chinois pour créer une autre zone économique spéciale qu'ils veulent être attirante des technologies. Je dois avouer que la première tentative qu'ils ont faite, c'est choqué par un échec. L'entreprise Raytheon n'a pas réussi à se montrer à la hauteur. Ils ont de nouveau pris contact avec une grosse entreprise, ce coup-ci, qui est la CCCC, hein, China Communication, je ne sais pas quoi, Corporation, hein, qui, elle, a beaucoup plus les épaules. Mais le problème qui reste, c'est est-ce que ce sont bien des entreprises de haute technologie que les Chinois entendent faire sortir du territoire chinois? Et ne sont pas plutôt des entreprises, vous avez évoqué des PME, hein, mais dirons-nous qui sont à la recherche de main-d'œuvre bon marché, à l'exemple de ce qu'on a en Égypte. Hein, et dans les deux zones où vous avez des entreprises chinoises, ce sont des entreprises essentiellement de main-d'œuvre. C'est la même chose en Éthiopie, la fabrication de chaussures, le transfert de technologie est très faible, très faible. Contrairement précisément à ce que peuvent faire Boeing ou peuvent faire Renault, Airbus ou Peugeot, où vous avez à ce moment-là des transferts de technologie qui sont relativement plus avancés. Donc, je suis très sceptique quant à la possibilité pour la Chine de faire des transferts de technologie relativement importants, d'autant plus que ce n'est actuellement pas dans la perspective qu'elle a définie elle-même, et d'autre part, c'est aussi le fait que
la Chine est en train de parier plutôt sur la robotisation de ses unités de production, ce qui fait que ce qu'on va chercher, ce n'est pas tellement la main-d'œuvre pour marcher avec des industries peu capitalistiques, mais plutôt les pays où vous auriez une population d'ingénieurs qui pourraient accueillir de nouvelles industries si elles doivent se délocaliser. Donc, je crois que pour l'instant, l'expérience antérieure des zones économiques spéciales qui avaient été créées en Chine ont été créées dans un moment très particulier de l'histoire économique, que cela n'est pas facilement transférable, hein, et que l'on est en train, je vous parlais de Jean-Louis Guigou tout à l'heure, hein, à l'IPMED, on est en train de s'illusionner sur les possibilités d'une extension de ce genre de zone. Je ne sais pas quel est votre sentiment là-dessus. Merci, professeur. La seule chose que je souhaiterais que nous ne fassions pas, c'est ce qui a été dit et cru lorsque tout l'Occident, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, principalement, avaient délocalisé un ensemble de productions, principalement au départ manufacturières, de l'Occident vers la Chine, estimant que ça ne porterait pas, les Chinois ne pourront pas développer la haute transformation, la haute industrie et la haute technologie. Et on se rappellera dans les années 1990, 96, 97, jusqu'à quasiment l'an 2000, que la production chinoise était considérée comme étant de l'imitation et généralement de mauvaise qualité. Et c'est ce qui se disait matin, midi et soir, oubliant que même en ce qui concerne la conquête de l'espace, l'Europe n'est pas encore parvenue à organiser un vol habité dans l'espace, mais que la Chine l'a réalisé. Et qu'au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que la production technologique de qualité, ou bien l'Occident dépend de la Chine pour se fournir en un ensemble de produits, y compris les ordinateurs et les téléphones, alors que l'ordinateur et le téléphone portable, notamment le téléphone portable, c'est encore un produit quand même assez récent, et que même en ce qui concerne les produits de haute technologie, l'Occident reste dépendante de la Chine en ce qui concerne les intrants, notamment les semi-conducteurs aujourd'hui qui font en sorte qu'il y ait même une crise au niveau de la production automobile en Occident. Indépendamment, bien sûr, des questions propres aux terres rares pour lesquelles la Chine a aujourd'hui le monopole quasiment de la production des terres rares, alors que les États-Unis d'Amérique, il y a 40 ans, produisaient suffisamment de terres rares. Donc, aujourd'hui, la Chine a décidé de l'industrialisation de l'Afrique en 2015. Cette décision prise en 2015 était déjà précédée par un ensemble d'industries qui existaient déjà, notamment en Éthiopie en matière de chaussures, en Afrique du Sud en matière d'usines de montage de véhicules et de téléviseurs, existe déjà en Afrique du Sud, même si l'Afrique du Sud a une économie déjà robuste sous l'époque de l'apartheid, étant entendu que le régime de l'apartheid se retrouvant un tout petit peu dans une situation d'ostracie vis-à-vis de l'international, avait été obligé de s'organiser en interne pour essayer de produire au maximum. Mais tous ces différents pays dans lesquels la Chine était déjà implantée sur le domaine industriel avant d'appuyer sur l'accélérateur en 2015 avec le programme qui a été annoncé, c'est vrai que c'était la production beaucoup plus manufacturière, mais la production de haute technologie est en train de se développer progressivement. Et on ne peut pas pour le moment présager de ce qui se passera. Tout dépendra de la façon dont les Africains vont s'organiser. Est-ce que les Africains se contenteront de n'accueillir de la Chine que des technologies de seconde main, ou bien les Africains pourront faire en sorte que la Chine apporte ce qu'elle apporte, mais que d'autres investisseurs n'avaient qu'à apporter ce qu'il faut.
quelle est aujourd'hui la stratégie industrielle de l'Union européenne ou des États-Unis d'Amérique pour l'Afrique, de sorte que si demain après-demain, la Chine allait passer au stade de l'exportation de la haute technologie en Afrique, que le reste des partenaires africains ne se retrouvent pas largués comme ils sont déjà largués en matière d'infrastructure en Afrique. Vous ne trouverez pas une grosse infrastructure routière, ferroviaire aujourd'hui en construction sur le financement occidental. Il n'y a que le financement chinois. Et nous prenons le cas de la zone industrielle aujourd'hui lancée en 2017 par la Chine au niveau du Maroc. Nous ne pourrons pas... Excusez-moi de vous interrompre. Ce n'a pas été lancé par la Chine. Ça a été lancé, c'est une initiative purement marocaine qui a été chercher une entreprise chinoise en 2017. Et comme je vous disais, cette expérience ne fonctionne plus. Elle a été arrêtée. L'entreprise chinoise s'est retirée. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Oui, d'accord. Nous avons le cas de cette zone de libre-échange à Tanger. Tanger, déjà, existe à Tanger en matière industrielle le groupe Renault dont vous avez parlé tout à l'heure. Oui. En matière de chaîne de production de véhicules, le groupe français Renault existe déjà à Tanger. Ce qu'il faut faire, c'est ce qu'a fait Renault. Exactement. Comment d'autres entreprises pourraient exister dans ces différents pays si l'entreprise chinoise qui a commencé à être sollicitée pour la zone industrielle de Tanger n'a pas pour le moment commencé ce qu'il était prévu de faire, mais il n'est pas exclu que la Chine puisse trouver d'autres financeurs parce que initialement, il était prévu que la construction de cette zone industrielle coûterait 10 milliards de dollars, qui était initialement prévu. Financé par le Maroc. Les 10 milliards sont financés par le Maroc. Sur financement chinois? Non, absolument pas. C'est le financement de la BMCE. Oui, financement de la BMCE, mais total. Également, il y avait une demande qui était élaborée pour que ça soit également financé par la Chine au cas où. Et ensuite, derrière, il était prévu qu'il y ait à peu près 30 entreprises, qu'il y ait 200 entreprises qui s'installent dans cette zone industrielle, dans le projet, et que ces 200 entreprises puissent y investir au maximum 30 milliards de dollars dans cette zone. Aujourd'hui, nous ne sommes qu'à la 3e année de l'annonce de ce projet. Non, et à la 3e année de l'annonce d'un projet de cette envergure, nous ne pouvons pas déjà conclure si le projet aboutira ou pas. Je suis désolé, mais l'entreprise Reite qui était concernée, qui est une petite entreprise chinoise, s'est retirée. Et la BMCE a été chercher une autre entreprise chinoise, et ce coup-ci, c'est une des 100 premières plus grosses entreprises chinoises, qui est la China Communication, Construction Company. Oui. Hein? Et c'est celle-là avec laquelle ils ont signé de nouveau un protocole d'accord. Et c'est par la base sur une discussion avec cette entreprise que les choses pourraient redémarrer. Mais disons que le projet initial est terminé, hein, il ne verra jamais le jour, et ce projet, il est en discussion à l'heure actuelle. Hein, il est complété par ailleurs avec un accord avec le Fonds de développement sino-africain. Hein. D'accord, professeur. Oui. Mais moi, je n'utiliserai jamais le terme, je n'utiliserai pas le terme jamais avec la Chine, parce que la Chine, d'expérience, tout ce qu'elle a commencé à l'Afrique, elle a fait aboutir tout. Et encore une fois, là, moi, je n'emploierai pas le mot Chine, parce qu'en l'occurrence, c'est une entreprise chinoise. Je vous suis très bien, professeur. Et je sais que vous nuancez souvent les projets financés par la Chine, des projets financés par les États africains, mais conduits par les entreprises chinoises. Je suis de temps en temps à vos conférences et il arrive même que vous distinguiez des projets financés sur prêt chinois, mais prêt chinois remboursé bien sûr par les pays africains, mais
dans la perception du plus grand nombre, du commun des mortels en Afrique. Et c'est la perception qui compte le plus en matière de relations internationales et en matière de relations humaines. Les financements chinois permettent de réaliser des infrastructures routières, des infrastructures portuaires, des infrastructures ferroviaires, et ces infrastructures, d'une façon comme d'une autre, parviendront à aider au développement de l'Afrique si ces infrastructures sont bien gérées. Ça, je suis d'accord. Et ces infrastructures ne peuvent pas être construites sur financement propre africain sans qu'il y ait des financements internationaux sous forme de prêts. Et il ne s'agit pas d'attendre des dons. Et à partir de ce moment, ce qui se passe, c'est que, vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, 60 milliards annoncés par les États-Unis d'Amérique, ça ne concerne pas que l'Afrique, ça concerne tous les pays en voie de développement, même s'il y a un focus sur l'Afrique. Et l'Union européenne a mis en place 4,5 milliards. Ce qui semble pas important, mais le mécanisme européen est différent parce qu'il s'agit de 4,5 milliards mis en place, d'une part pour financer, mais d'autre part pour garantir des levées de fonds auprès d'autres financeurs. Et le modèle économique a été calculé pour démontrer que lors des 3 premières années de mise en place, ce fonds était capable, grâce au mécanisme de garantie, de pouvoir financer des projets jusqu'à 44 milliards de dollars, plutôt jusqu'à 44 milliards d'euros. Si ce modèle de financement est renforcé, il est à peu près sûr que d'autres financeurs pourraient rentrer dans ce projet parce que le financement mis en place par l'Union européenne n'est pas financé seulement par l'Union européenne. Le Fonds européen de développement durable est aussi financé par des donateurs privés et même des donateurs non européens. Et d'ailleurs, l'un des donateurs non européens, c'est la fondation Bill Gates, qui a déjà, depuis 2018-2019, apporté un financement à ce Fonds européen de développement durable, qui s'appelle Fonds européen de développement durable, mais qui est un fonds qui joue une triple fonction, la fonction de financement, la fonction de garantie des financements et puis la fonction de protection contre les risques politiques. Donc aujourd'hui, ce qu'il faudrait imaginer, ce n'est pas de présager sur ce que la Chine ne pourrait pas faire, mais c'est de présager sur ce que l'on pourrait faire en même temps que la Chine, sinon mieux que la Chine en Afrique. Tout à fait d'accord avec vous. Et c'est dans cette dynamique que s'inscrit le modèle Affaires Afrique pour aider les entreprises qui souhaitent s'intéresser à l'Afrique, pour les y accompagner et faire en sorte que leurs investissements puissent réellement être rentables, puissent être un investissement qui s'inscrive dans la pérennité, mais en faisant en même temps que cet investissement puisse aussi être profitable en Afrique. C'est ce que nous avons appelé un investissement qui a pour levier, qui a pour socle le principe de profit partagé avec l'Afrique. Je vais passer la parole à Xavier Oregan, qui a posé une question tout à l'heure. Oui, effectivement. Alors, je vais sortir un petit peu des débats Union européenne, Chine, Afrique. C'était plutôt pour vous recentrer sur le Gabon et vous poser quelques questions, notamment sur les compétitions, on va dire, les concurrences Bolloré-Chine au Gabon, et puis plus spécifiquement sur l'accord de 2019 entre la FAO, la Chine et le Gabon dans l'agriculture, du coup. Et peut-être également un mot, si vous connaissez un peu le sujet, sur les présences chinoises dans le manioc et le bioéthanol au Gabon. J'avoue que je ne connais pas ce projet entre la Chine, le Gabon et la FAO et dans le manioc. Je sais que le Gabon n'est pas très grand producteur agricole et il y a des projets agricoles qui ont été lancés il y a quelques années à partir de l'année 2015 au Gabon dans le cadre de projets de développement, notamment de l'agriculture moderne au Gabon. Et ce projet qui a été lancé à partir de l'année 2015 ne connaît pas encore de développement suffisant, mais que la FAO peut éventuellement coopérer avec la Chine, mais je ne connais pas ce projet. Je ne l'ai pas personnellement étudié.
D'accord. Et j'ai une autre question Sans rapide avant de laisser la parole. qu'il est mieux que vous puissiez éventuellement nous en édifier. Ah oui, bah alors là, il faudra Mais plus la demander à FAO, Sylvie Labastide. généralement, vient sous forme de dons. Et il ne s'agit pas de dons aujourd'hui, il s'agit des investissements par des investisseurs qui D'accord. gagnent Bon, de l'argent derrière avec. il faudrait effectivement vérifier. Ce serait intéressant de voir, de connaître ce projet. Et j'avais une autre question qui portait plutôt sur votre rôle au sein du gouvernement gabonais et sur voilà, le gouvernement gabonais en particulier. En fait, je voulais savoir si le Gabon avait produit une forme de stratégie envers la Chine. Donc, autrement dit, est-ce que le Gabon serait l'un des rares pays africains à avoir développé une stratégie envers les puissances émergentes telles que la Chine? Jusqu'en 2016, le Gabon coopérait avec la Chine, mais sans avoir un type de coopération avec la Chine aussi développé que cela existait déjà avec l'Éthiopie, le Kenya, avec l'Afrique du Sud ou avec le Maroc. C'était des coopérations pour quelques projets d'infrastructures ponctuelles comme les stades de football, d'infrastructures ponctuelles comme les structures sanitaires, notamment avec une structure sanitaire de la coopération sino-gabonaise qui date de plus de 30 ans aujourd'hui au Gabon. Donc, il n'y avait que quelques projets d'infrastructure et puis la présence chinoise dans l'exploitation minière. Et moi, je ne considère pas l'exploitation minière comme étant des investissements en tant que tels, étant entendu que ça ne dure que le temps de l'exploitation de la mine. La mine d'uranium avec la France, et depuis que l'uranium s'est épuisé au Gabon, le groupe français a quitté le Gabon. Nous avons le groupe Shell, qui est un groupe anglo-néerlandais qui a également quitté le Gabon parce que le pétrole n'était plus suffisant dans la zone. Donc, les Chinois sont présents dans l'exploitation pétrolière. Ils sont présents de façon accrue dans l'exploitation du manganèse parce que d'ailleurs, depuis qu'ils se sont installés dans l'exploitation du manganèse au Gabon, Comilog, qui est la filiale du groupe français, a multiplié par 2, par 3 sa production aussi de manganèse, qui est une production pourtant très traditionnelle et très ancienne. Donc, les Chinois n'ont pas avec le Gabon un programme particulier. Bien sûr, à partir de 2016, c'est là où, bien sûr, le président Ali Bongo a décidé, face aux menaces du Parlement européen, de se tourner vers la Chine en leur demandant de venir faire davantage sur un ensemble de projets. Mais même à ce niveau-là, il n'y a pas encore de très grands projets qui sont signés qu'on pourrait comparer aux projets avec le Kenya ou avec l'Éthiopie. Oui, d'accord, merci. Et donc, pour reposer la question, le Gabon n'a pas vraiment de document stratégique, n'a pas pensé la relation avec la Chine en termes politiques, pour contraindre justement les acteurs chinois, qu'ils investissent ou pas au Gabon, à se contraindre à des normes sociales, environnementales gabonaises, par exemple. Normes sociales et environnementales gabonaises, internationales. Et vous savez que les normes environnementales, même au plan international, il n'y a pas encore une norme contraignante en matière environnementale, en dehors de l'accord de Paris qui n'a pas un caractère contraignant. Et aujourd'hui, même au sein de l'Union européenne, le débat est ouvert en termes de normes. Et il y a eu au Gabon un projet de loi en matière environnementale qui avait été initié et on était même avancé en termes de propositions qui devraient faire en sorte qu'on puisse instituer une taxe carbone, mais ça avait été retoqué. À mon époque où j'étais au gouvernement, ça avait été retoqué au niveau du Parlement. D'accord. Je vais passer la parole à Frédéric Catoire, qui venait après Xavier, Oregon. Ah, et problème de liaison. Voilà. Okay. Voilà, j'avais deux petites rectifications. Tanger, c'était un très vieux projet, pas en ce qui concerne la Chine, simplement donc il y avait un tas de petites entreprises allemandes qui étaient à Tanger dès les années 80 et 90.
Une deuxième chose, on ne parle pas tellement immigration ici, simplement il y avait une immigration africaine vers l'Europe avant Dublin et qui passait tout simplement par les ferry boats à Trapani, à Gênes et à d'autres ports européens. Et à l'époque, c'était des pays de transit et on pouvait voir encore dans les années, au début des années 2000, que les taxis prenaient les Africains à Gênes et les amenaient directement sur la frontière française. C'était le dernier parking avant la frontière et ils passaient ensuite à côté de la douane et c'était visible pour tout le monde. Donc, il faudrait s'intéresser aussi un peu aux chiffres de l'immigration qui passait avant Dublin et avant qu'on a maintenant ces conditions déplorables sur la Méditerranée. Simplement, donc, dans les années 90 et 2000, vous aviez énormément de transit vers, avec le trafic tout à fait normal, avec les ferries qui allaient sur la Grèce, qui allaient sur l'Italie, aussi bien sur la Sicile que vers l'Italie du Nord directement. Et un dernier point, toute la presse française raconte toujours que l'extrême droite est entrée pour la première fois dans le Parlement fédéral en 2017. C'est faux. En 1949, vous avez eu toutes sortes de partis extrémistes dans la première législature allemande, etc. Mais maintenant, je viens sur une question. Il y a plusieurs années, le président Sarkozy s'est employé beaucoup à faire annuler la dette gabonaise auprès de tous les partenaires européens et la Banque mondiale et les autres bailleurs de fonds. Est-ce qu'avec la Chine, il y a quelque chose ou est-ce qu'il n'y a pas une grande dette qui s'est accumulée jusqu'ici? Bien, merci. Je voudrais peut-être commencer par l'Allemagne, où, M. Catoire, vous ferez mieux de nous préciser de quelle Allemagne vous parlez en 1949. Est-ce que c'est de la République fédérale d'Allemagne ou de la République démocratique d'Allemagne? La République qui n'était pas tellement démocratique que vous savez. Non, je parle de la République fédérale d'Allemagne et je parle du gouvernement Adenauer. Et Adenauer avait une très courte majorité au Parlement. Et dans le Parlement, il y avait une opposition très diversifiée avec l'extrême gauche, avec l'extrême droite et ainsi de suite. Merci de l'information, mais notez que l'Allemagne, en tant qu'Allemagne unifiée, c'est la première fois que l'extrême droite arrive à la Bundestag. Mais c'est toujours la République fédérale. D'accord, je vous le concède. La seule chose, ensuite, en ce qui l'autre versant de votre question concerne le Gabon et la dette que le président français, M. Emmanuel Macron, serait en train de négocier pour que la dette... Non, c'était Sarkozy. Je parle de Sarkozy parce que cette annulation de la dette et surtout la façon de laquelle Sarkozy s'était employé aussi bien à Washington que dans les pays européens pour son ami Omar Bongo n'a fait pas seulement des amis à Sarkozy. D'accord. À l'époque, j'étais déjà député, donc j'ai suivi un peu cette question et dont l'annulation de la dette était une annulation en rapport avec les efforts fournis par le Gabon en matière de préservation de l'environnement, étant entendu que le Gabon à l'époque avait mis 11% de son espace forestier sous forme de parcs nationaux. Et qu'en contrepartie, la France plaidait pour une annulation d'une partie de la dette gabonaise auprès des institutions internationales. La seule chose qu'il faudra noter, c'est que le président Omar Bongo, avant sa mort, et sans avoir besoin de quelque réduction de dette que ce soit, avait épongé
toute la dette extérieure gabonaise vis-à-vis de tous les bailleurs. Et c'était pour un minimum de 1000 milliards de francs CFA à l'époque qui avaient été consacrés pour cela. Et lorsque nous sommes arrivés au gouvernement en 2009, fin 2009, début 2010, le Gabon n'était quasiment pas engagé au niveau international, même en termes de dette. Et depuis lors, la dette est montée à nouveau en flèche pour des projets qui n'existent pas sur le terrain. Je vais passer maintenant la parole à Francis Kern qui aurait des questions à vous poser. Francis, tu m'entends? Oui, voilà. Voilà. Oui, merci beaucoup pour votre exposé et de voir effectivement les rivalités ou disons les complémentarités, enfin non, ce n'est pas des complémentarités, les rivalités entre la présence chinoise et la présence de l'Union européenne en Afrique et le fait qu'aujourd'hui, effectivement, la Chine a pris une place prépondérante et surtout, comme vous l'avez aussi bien souligné, sur maintenant la question des conditionnalités, toute la stratégie chinoise qui permet effectivement de lever ce qui était encore un des points que l'Union européenne pouvait jouer sur cette dissociation qui est faite entre droits civils et économiques, les droits économiques d'un côté et les droits civils et politiques de l'autre, comme vous l'avez très bien expliqué. Mais moi, ce qui me pose aussi question dans ce type de démarche et dans votre présentation, c'est qu'en fin de compte, on est toujours prisonnier dans la période aujourd'hui de cette crise climatique, de la crise de la biodiversité qui nous menace, et dans la logique qui est développée ici, que de la stratégie chinoise et qui se complète aujourd'hui avec les nouvelles routes de la soie, c'est toujours les infrastructures, les extractions minières qui sont prioritaires, on a parlé des zones d'activité spéciales, bref, des grands projets hydrauliques, je ne parle pas des immenses barrages, avec toutes les conséquences et les dégâts environnementaux que cela représente. À aucun moment, nous abordons cette question et je me dis combien de temps encore va-t-on vider l'Afrique de ses potentialités environnementales et autres à travers ces projets dans tous les sens dont on ne sait pas dans quel modèle de développement ils s'inscrivent. On ne sait pas. C'est en fait reproduire le modèle occidental qui a été donc repris par la Chine et qui maintenant devrait être l'avenir de l'Afrique. Et là, je me pose beaucoup de questions autour de ça. Surtout que c'est donc toujours dans ce discours une démarche top-down. Hein, on sait que c'est comme ça que marche le monde, mais on devrait aussi s'intéresser peut-être à des démarches ascendantes, c'est-à-dire des démarches bottom-up, ascendantes, qui se diraient mais qu'en est-il de la santé publique en Afrique, de l'éducation de masse? Qu'est-ce qui est fait dans ce sens-là, aussi bien par la Chine que par l'Union européenne, toujours absent, d'une vitalité d'une agriculture paysanne, d'une hydraulique villageoise permettant l'électrification rurale. Voilà des questions de fond en termes de développement qui sont abordées par aucune des deux parties. Et donc, dans votre propre démarche, on est encore prisonnier de la vision Pérou sur les pôles de croissance, mais on est quand même 70 ans après et qu'il y aurait peut-être à s'interroger autrement sur ceci. Alors, je sais bien, ma question, c'est en fait, quelle est la finalité de cette aide chinoise dite au développement, comme elle a été celle des Occidentaux? L'Union européenne a quand même tendance à bouger sur ces questions, d'abord en termes internes, en Europe même, à travers tous les débats qu'on a aujourd'hui sur la transition écologique, énergétique et écologique. Et vous avez parlé du Fonds européen de développement durable, justement, ce Fonds européen de développement durable. Voilà, de remettre ces questions au centre qui pourraient être effectivement des vrais débats pour les Africains. Et je terminerai en me demandant, et vous l'avez dit, que votre modèle Affaires Afrique, ça pourrait être effectivement un modèle où ce soit plus l'innovation technologique qui prime, mais une innovation incrémentale, une innovation sociale, une innovation qui est ouverte sur la société civile. Bref, voilà, de repenser le développement différemment. Or, quand on reste dans ces schémas que vous avez présentés ici, je vous dis, on va droit à la catastrophe. On est déjà dedans, mais avec ce type de logique infernale qui continue d'être prônée, et je pense que la Chine là-dessus est elle-même prisonnière de ses propres limites. On voit bien jusqu'à quel point les problèmes de pollution en Chine sont terribles. Alors, à la fois, on veut faire des villes nouvelles, des villes propres, etc. Ils sont prisonniers. Et dans la démarche des nouvelles routes de la soie, en dehors de la dimension infrastructure et mondialisation des échanges, voilà, elle est prisonnière de son... Elle n'a pas de modèle à proposer.
et elle est en train de l'exporter sur l'Afrique. Bon, c'est des remarques très générales, mais qui m'ont, voilà, vu l'intérêt de votre exposé, des questionnements de fond qu'il ne faudrait peut-être pas oublier de continuer de se poser. Les finalités, en fait, de l'intervention chinoise. Merci. Merci, M. Karen. Je crois que les préoccupations que vous soulevez sont justement prises en compte et se justifient, entre autres, l'existence de cet outil qu'est le modèle Affaires Afrique, qui essaye d'aider les opérateurs économiques, les entreprises à investir en Afrique en tenant compte aussi bien des questions environnementales que des questions sociales dans le cadre de ce qui est projeté. Et si vous prenez le financement européen, le tout nouveau, le Fonds européen de développement durable, il ne s'appelle pas par hasard Fonds de développement durable. Il prend fortement en compte les projets qui tiennent compte de la préservation de l'environnement. C'est sûr que la Chine transfère en Afrique le modèle industriel occidental qu'elle a eu à copier. Elle ne peut enseigner que ce qu'elle sait, pas ce qu'elle ne sait pas. Vous connaissez que le savoir, il y a une règle d'or, c'est que nul ne peut transférer à autrui plus de connaissances qu'il n'en a lui-même. Donc, les Occidentaux ont exporté un modèle économique en Chine, c'est le modèle occidental. La Chine exporte ce même modèle en Afrique, mais l'Afrique n'accueille pas directement le modèle chinois, puisque la Chine l'adapte et essaie de l'implémenter en tenant compte de la vision à long terme de développement de la Chine qui est consignée dans l'agenda 2063. C'est un agenda qui remonte à 2015 et qui envisage le développement de l'Afrique dans tous les domaines à l'horizon 2063. Et donc, il est pris en compte tous ces différents éléments. Les infrastructures sont nécessaires parce que pour aller d'un bout à l'autre de l'Afrique, il faut des voies routières et des voies ferrées pour transporter notamment de la marchandise. Et il est aujourd'hui démontré que l'Afrique, en matière d'échanges commerciaux intra-africains, ne commerce avec elle-même qu'autour de 2 à 3%, alors qu'il est projeté, il a déjà été adopté de faire de l'Afrique une zone de libre-échange continental. Pour que ce libre-échange continental puisse réellement être effectif, il faut des voies routières, des voies ferrées et bien sûr un ensemble d'infrastructures portuaires qui se développent dans tout le continent. Et c'est ce qui est en train d'être fait à travers les différents partenaires africains qu'il y a dans le monde, y compris bien sûr la Chine. Et comme la Chine n'est pas très regardante par rapport aux questions sociales et environnementales, même si elle a proposé à l'occasion du dernier forum de coopération sino-africaine de mettre en place un organisme qui permettrait de gérer les questions de responsabilité sociale et environnementale, mais cet organisme n'est pas encore mis en place. Et même si c'est mis en place, je ne suis pas sûr que les questions sociales et environnementales soient des questions de première préoccupation pour le système chinois. Mais la pollution, il faudra aussi la calculer en termes de pollution par tête d'habitant pour regarder dans le monde quels sont les plus grands pollueurs en termes d'émissions de gaz à effet de serre rapportés à leur population. Ça ne se trouve ni en Chine, ni en Afrique. Sur ces bonnes paroles, je vais remercier de nouveau Séraphin Mundunga pour son intervention. Et je pense que nous avons tous été très intéressés par l'exposé qu'il vient de nous livrer et qui a souligné finalement les différences qui existaient entre les modes d'intervention des uns et les modes d'intervention des autres. Restera la question de savoir si ces deux interventions sont éventuellement compatibles et dans quel cadre. Peut-être qu'on pourra trouver ça, une réponse dans une autre occasion. En tout cas, je vous remercie de nouveau beaucoup pour les 2 heures que vous nous avez consacrées.
et j'espère que nous aurons l'occasion de pouvoir continuer à échanger parce que le début de la discussion que nous avons eue tous les deux montre que sur certains points, nous n'avons pas les mêmes approches, mais peut-être que nous avons l'un et l'autre des informations ou des voies ou des démarches un petit peu différentes, et ça serait intéressant que nous puissions continuer à échanger car c'était très très profitable. En tout cas, je remercie tous ceux qui se sont connectés, en particulier les 16 derniers sur les 23 qui ont été présents au maximum, hein, et je vais, une fois la séance terminée, récupérer l'enregistrement de la séance et je vais le distribuer comme je le fais à chaque fois. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de problème sur l'enregistrement, je n'ai pas commencé trop tard, donc on aura tout et je n'aurai pas besoin de faire des bidouillages. Je vous remercie. Je vous signale que dans 15 jours, c'est Jean-Jacques Gabas qui va intervenir et il va évoquer l'évolution de la gestion de la FAO et dans quelle mesure le multiculturalisme, le multilatéralisme est à l'œuvre ou serait à l'œuvre ou pas à l'œuvre dans le cadre de la FAO. Il y a effectivement un problème de gestion de nouveaux modes de gestion de la FAO et c'est de ça dont il va nous parler, mais l'annonce vous parviendra comme vous est parvenue l'annonce de ce prochain séminaire. Encore, merci beaucoup de nous avoir fait part de vos réflexions et merci à tous d'avoir participé. Au revoir, à bientôt. Merci. Au revoir.